Patrick Cohen. Voici le journal de Jean-Philippe Ballas. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Patrick, bonjour à tous. La colère des agriculteurs français, trop de normes, trop de contraintes par rapport aux autres pays, une concurrence qu'ils jugent déloyale et sans bénéfice pour les consommateurs. Ils manifestent aujourd'hui à Paris. Les autres titres. Les demandeurs d'asile et leur parcours du combattant, témoignages édifiants dans un lieu particulier, l'Assemblée nationale, nous les entendrons. Bruxelles démonte Ikea, l'Europe en colère contre les entreprises qui rusent pour réduire leurs impôts, en colère aussi contre les Pays-Bas, nous dira Nicolas Barré. Un square pour Johnny Hallyday, ce sera peut-être dans son quartier historique de la Trinité à Paris, reportage. Et puis un menu de fête à 25 € par personne. Nous retrouverons Anne-Laure Jumet sur le marché d'Aligre à Paris avec une formule spéciale poissons et fruits de mer. Elle va définir les règles de la laïcité à l'école, les règles du jeu. La sociologue Dominique Schnapper, qui vient d'être nommée à la tête d'un conseil des sages de la laïcité, sera notre invitée à 8h15. Et c'est donc une concurrence déloyale qu'ils entendent dénoncer aujourd'hui à Paris. 1 millier d'agriculteurs attendus ce matin dans un lieu symbolique, le carrousel du Louvre, là où Emmanuel Macron avait prononcé son discours de vainqueur le soir de la présidentielle. Ce sont les normes sanitaires, environnementales que les agriculteurs ne supportent plus, des normes imposées en France, mais dont se dispensent les pays concurrents. Résultat, une distorsion, disent les producteurs. Exemple récent avec le glyphosate que la France va interdire seul contre tous. Pierre Herbulot s'est rendu sur l'exploitation d'un agriculteur à son champ dans les Yvelines. Reportage. Christophe Robin a 2 casquettes, producteur de céréales, éleveur de volailles et des problèmes de concurrence qu'il juge déloyales pour chacune d'elles. Malgré l'interdiction à venir du glyphosate, il sera toujours possible d'importer du blé traité avec ce pesticide. Premier hic. C'est un non-sens. Monsieur Macron est pro-européen, on joue la carte européenne et puis on joue tous avec les mêmes règles. Si on commence à dire la France, non, on ne pourra pas être compétitif. Alors que pour les volailles, le problème, il est au rayon surgelé du supermarché. Des nuggets de filet de poulet surgelés, origine Union Européenne ou Brésil. Ce poulet d'Amérique du Sud qui, pour lui, n'a pratiquement rien en commun avec ses centaines de volailles. On importe massivement du poulet brésilien notamment, qui est produit grâce à des céréales OGM, qui est produit avec massivement des antibiotiques et qui est même traité à la javel. Pour autant, ils sont compétitifs avec nos produits. Ça plus les céréales l'amène à réclamer une solution radicale, la fermeture des frontières à tout ce qui serait produit ou élevé dans des conditions moins strictes qu'en France. Et cette donnée importante ce matin, les défaillances d'exploitation agricole ont continué d'augmenter en 2017, 1281 défaillances pour être précis. C'est l'INSEE qui le dit, liquidation, redressement, elles augmentent alors que la situation s'améliore plutôt pour le reste des entreprises françaises. Des invités particuliers hier à l'Assemblée nationale. 3 demandeurs d'asile venus témoigner, raconter leur histoire, le parcours interminable pour obtenir le statut de réfugié. Alors que le projet de loi Asile et Immigration du ministre Gérard Collomb essuie de nombreuses critiques, il prévoit entre autres le contrôle des migrants dans les centres d'accueil. Reportage hier à l'Assemblée, signé Maxence Lambrec. À la tribune de la prestigieuse salle Colbert, 3 invités. Ils sont originaires de Turquie, du Congo et d'Iran. Mon quotidien en France, aller à la fac, attendre à la préfecture, babysitting, attendre à la préfecture, vendre les kebabs, faire la queue à la préfecture. Ils racontent leur parcours du combattant en espérant que cela touche les élus de la majorité. Nous avons passé des jours et des nuits dehors. C'est pas humain. Il faut arriver à minuit pour espérer une place. L'accueil en préfecture concentre toutes les critiques. Cet endroit, c'est la hantise de tous les migrants. Le fonctionnaire passe vous et vous tient tout entier dans ses papiers. La toute-puissance de l'administration, les cours de français insuffisants, l'interdiction de travailler, ils listent leurs difficultés. En tant que futur français, j'ai quelques recommandations. À l'initiative de ce rassemblement, un ancien socialiste devenu marcheur, le député Aurélien Taché. Je vous remercie vraiment tous les 3 pour vos témoignages. Sur le moment, il ne veut pas en rajouter. Aurélien Taché va continuer son travail en coulisses. Il rendra un rapport cet hiver à Matignon sur la politique d'accueil avec pour objectif que la future loi Asile et Immigration penche davantage à gauche. Maxence Lambrec, c'est un coup de théâtre dans l'affaire de la disparition de la petite Maëlys. Le principal suspect, Nordal Lelandais, entendu dans un autre dossier, une autre disparition, cette fois celle d'un jeune militaire à Chambéry, et c'était en avril dernier. Nordal Lelandais fréquentait la même boîte de nuit que le caporal Arthur Noyer, 22 ans, dont on est sans nouvelles. Les enquêteurs ont également découvert les recherches internet du suspect à l'époque. C'est plutôt glaçant. Recherche intensive sur la manière de faire disparaître un corps. Europe 1, il est 8h05. L'actualité économique avec Ikea dans le collimateur de Bruxelles. Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Jean-Philippe. Directeur du journal Les Échos. La Commission européenne hausse le ton contre les entreprises qui cherchent à réduire leurs impôts par tous les moyens. Il y a donc Ikea
Mais derrière, ce sont les Pays-Bas surtout qui sont visés par l'Europe. Oui, souvenez-vous, il y a quelques jours, l'Union européenne publiait une liste noire des paradis fiscaux, liste sur laquelle ne figurait aucun pays européen. Or, comme le montre le dossier Ikea, les Pays-Bas sont bel et bien complices de pratiques fiscales contestables. Le fisc néerlandais a en effet validé un montage qui a permis à Ikea de réduire considérablement ses impôts pendant plusieurs années. L'enquête est ouverte. Les députés européens qui ont soulevé le lièvre estiment qu'Ikea aurait échappé à plus d'1 milliard d'euros d'impôts. Alors dans ce cas, on peut effectivement parler d'une concurrence déloyale avec d'autres grands groupes au hasard, But, Conforama. Exactement, et l'attitude des Pays-Bas dans cette affaire est doublement critiquable. Voilà un pays qui se présente comme libéral, favorable à la concurrence, mais qui autorise des montages sophistiqués permettant de réduire la facture fiscale de géants comme Ikea au détriment de concurrents plus petits. Et puis d'autre part, les Pays-Bas qui ont un budget en excédent ont la fâcheuse tendance à donner des leçons de rigueur à leurs voisins européens alors que leur dumping fiscal prive ces mêmes voisins de recettes. C'est un peu facile, il est temps que l'Europe harmonise sa fiscalité en faisant sauter la règle d'unanimité qui permet aux Pays-Bas et à quelques autres pays de bloquer toute réforme. L'éclairage de Nicolas Barré du journal Les Échos. Le bilan s'est encore alourdi à Mias dans les Pyrénées-Orientales. Il est désormais de 6 morts. 6 collégiens, 17 personnes toujours hospitalisées ce matin alors qu'une réunion d'information est prévue cet après-midi à Perpignan pour les parents des victimes. Aucune certitude dans une enquête qui s'annonce longue, délicate et toujours cette question. Les barrières étaient-elles levées ou baissées quand le bus a traversé le passage à niveau ? En tout cas, ces derniers jours, plusieurs témoignages rapportent des incidents, des dysfonctionnements sur cette même ligne SNCF. C'est un reportage de Mélanie Nounès. Perpignan, ville franche de Conflans, 47 km de rails, traversés par une trentaine de passages à niveau. La maison de Patrick est accolée à l'un d'entre eux. Il observe régulièrement des incidents. Le dernier date de quelques jours. Je crois que c'était mercredi. Il y a le passage à niveau, il est juste derrière là. Il y avait un camion espagnol tellement long, c'est un 38 tonnes, qui en fait s'était mis en travers pour passer. Il bloquait la route et à ce moment-là, il y avait 2 véhicules qui s'étaient déjà engagés sur la voie. Seulement, quand le camion était en travers, il ne pouvait plus avancer. Et là, les barrières sont déclenchées. On a évité le pire. Ça arrive qu'aux autres. Non, c'est pas vrai. Il a alerté la gendarmerie sans recevoir de réponse. Certains ont donc décidé de les éviter, comme Jacqueline. J'ai toujours peur de voir arriver un train. Ça arrive régulièrement des incidents comme ça, donc moi ils me font peur. Depuis sa fenêtre, Hervé voit passer le train 2 fois par jour, 2 allées, 2 retours et seulement une poignée de voyageurs. Et il n'en passe pas beaucoup dans la journée, il a fallu que ce soit là. Si le train n'est pas trop rentable, je ne sais pas pourquoi on le garde. Il faudra suspendre la liaison définitivement, martèle-t-il. Depuis le drame, aucun train n'a circulé sur cette ligne, mais demain, il sera de nouveau sur les rails. À Mias, Mélanie Nunes, Europe 1. Et reconstitution prévue cet après-midi sur les lieux de l'accident avec un drone. Il est 8h09, Patrick Cohen. La suite du journal, Jean-Philippe Ballas à la recherche d'un lieu à la mémoire de Johnny Hallyday. La semaine dernière, le Conseil de Paris a voté, d'accord sur le principe. Reste à savoir où. Ce pourrait être dans le 9e arrondissement de Paris, là où Jean-Philippe Smet était né. Le square de la Trinité, là où le tout jeune Johnny avait rencontré ses copains Jacques Dutronc et Eddie Mitchell. Reportage dans le quartier avec Mathieu Bock. Au pied de l'église, un parc où des enfants glissent sur un toboggan et des badauds passent le temps. Le rebaptiser en square Johnny Hallyday par exemple, ou bien y dresser un buste à son effigie, une idée qui passe plus ou moins bien auprès des habitants du quartier. Ça sera un lieu de vie. Moi je pense à un kiosque à musique pour que les musiciens s'installent au milieu et puis il y aura la fête en permanence. Mais les bikers là, peuvent faire des rondes tous les vendredis soirs. Ici c'est l'église de la Trinité, je pense qu'un bus de Johnny face à l'église de la Trinité c'est pas sa place. C'est ici que le futur rocker traînait avec ses copains lorsqu'ils étaient adolescents. Eddie Mitchell a d'ailleurs toujours ses habitudes au restaurant Les Comédiens où le patron Gilles Bello attend impatiemment qu'un lieu soit consacré à Johnny, le gamin du quartier. C'est un enfant de la balle, il a traîné, comme on dit, ses guettes dans tout le quartier avec le curé de l'église à l'époque. Il grattait dans le square avec monsieur Dutronc et monsieur Eddie Mitchell. Ici le soir, quand ça joue un peu et que les gens sont en forme, on danse ce soir Johnny. La mairie va maintenant consulter la famille de Johnny pour ainsi créer un lieu de recueillement accessible à tous ceux qui ne pourront pas se rendre à Saint-Barth sur la tombe du chanteur. Mathieu Bock, c'est notre challenge ce matin sur Europe 1. Vous préparez un menu de Noël pour 25 € par personne, pas plus. Vous étiez peut-être avec nous à 7h pour la formule viande et foie gras. On passe au poisson avec vous, Anne-Laure Jumet. Vous êtes toujours en direct du marché d'Aligre, beau marché dans le 12e arrondissement de Paris. Je crois savoir que sous vos yeux, il y a des coquilles Saint-Jacques, c'est ça ? Et oui, puisque je suis avec Émilienne Durin, poissonnière. Alors Émilienne, la coquille Saint-Jacques, effectivement, c'est la bonne option pour l'entrée de Noël, puisque en plus elle est moins chère que l'an dernier. On va partir sur la normande, qui coûte moins cher que la bretonne, 9 € le kilo. Une petite idée, un carpaccio de Saint-Jacques ? Un carpaccio, une Saint-Jacques coupée en 3, une petite marinade.
salade, un quart de citron vert, un quart de citron jaune, un quart d'huile d'olive, un quart de jus de mandarine, sel parfumé, poivre de Szechuan et on met dessus. Voilà, et ça c'est très frais, délicieux pour 5 € par personne. Une petite alternative, les huîtres. Et pour changer, je vous propose de les manger chaudes, des huîtres gratinées au vin blanc. Là aussi pour 5 € par personne avec des huîtres numéro 3, vous avez une très belle entrée. Alors moi, Anne-Laure, je valide le carpaccio de Saint-Jacques, ça c'est pour les entrées. Le plat maintenant. Alors on va partir sur une fondue de poisson, c'est convivial et puis ça change. Alors pour ça vous allez prendre des filets de poisson plutôt fermes, cabillaud, espadon, julienne, on peut aussi ajouter des gambas et puis comme pour la fondue au fromage, vous allez plonger ça dans un court-bouillon, vin blanc, bouquet garni, fumée de poisson, des petites sauces à côté, quelques pommes de terre, voilà pour 10 €, c'est formidable. Vous avez envie d'un petit peu de fromage encore? Vous avez encore un petit peu de place? Allez, on est avec Cyril Ardouin, le fromager juste à côté de la poissonnerie. Cyril, quelques conseils rapides? Alors on pourra prendre du comté, du brie à Savarin et des chèvres frais. Voilà, pour un budget de 3 € par personne. Voilà, 3 € par personne. Et puis je finis par un petit dessert avec ananas rôti au rhum ou au Grand Marnier. Vous prenez des ananas Victoria, un petit caramel beurre salé. Voilà, et on fait les comptes, Jean-Philippe. 21 € par personne. Et oui, on a encore un petit peu d'argent dans notre porte-monnaie pour une belle bouteille de vin. Bien joué, merci Anne-Laure Jumet. Elle est très forte, Anne-Laure Jumet. Et puis un grand joueur de rugby qui fait ses adieux. J'ai fait ce que j'avais à faire sur le terrain. Ainsi parle Frédéric Michalak, 35 ans, qui mettra fin à sa carrière à la fin de la saison. L'ouvreur et demi de mêlée, 77 sélections sous le maillot de l'équipe de France. Simon Rubin. Michalak, c'est un mélange de French flair et de loose à la française. Un joueur magnifique mais souvent battu. Évidemment, le Toulousain a un palmarès doré, 6 nations, Coupe d'Europe, Championnat de France, mais il a surtout marqué le public dans les moments difficiles. À l'image de son dernier match en bleu face aux Blacks au Mondial 2015, il se blesse dès la 11e minute et annonce sa retraite internationale dans la foulée. Michalak à terre se claque sur son renvoi et laisse ses Blacks dans la foulée. Le corps ne suit plus. Ouais, pour moi, c'est la fin, c'est sûr. Ouais. Une sortie douloureuse pour celui qui aura été la star du 15 de France pendant presque 20 ans. Début en bleu à 18 ans, à l'époque, feu follet facétieux, diamant à l'oreille, rieur sur et en dehors du terrain. Puis joueur assagi au mental d'exception, dont la concentration hors norme impressionnait même ses partenaires les plus expérimentés. Michalak restera l'un des chouchous du public, sans doute parce que dans le rugby moderne, des invulnérables dieux du stade, lui n'a jamais cherché à cacher ses faiblesses. Et puis une photo avec Emmanuel Macron, les handballeuses françaises invitées d'honneur hier soir à l'Elysée pour fêter dignement leur titre de championne du monde. Merci à vous, c'était Jean-Philippe Ballas pour le journal. Europe 1.